tête d'affiche des prochains Jeux Olympiques d'hiver. Voilà pour les sports, vous restez avec nous, on marque une courte pause, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de Paris Direct. Chaque jour, nous faisons des gestes qui nous protègent et protègent les autres. Contre le Covid-19, la grippe et les virus de l'hiver, gardons le réflexe des gestes barrières. Direct Assurance, bonjour. Mais vous trouvez ça normal de nous faire économiser 240 €? Mais c'est scandaleux, monsieur. Non, on va rester chez vous, c'est clair? Là, ils ont compris. Le seul risque avec une assurance qui vous fait économiser 240 €, c'est que vous l'aimiez. Chez Salto, on est comme vous. Curieux. C'est qui? Exigeant. C'est tout moi. Et aussi impertinent. Ça va, je sais me tenir. On est passionné. Il y a en vous quelque chose de spécial. Voire très passionné. Quel enthousiasme. Je me débrouille. C'est un truc fort, un truc vibrant. Y'a que ça. Bref, très français. Vous êtes qui déjà? Bienvenue chez nous. Salto, la plateforme française de divertissement. Pour ne plus laisser la buée sur vos lunettes vous gâcher la vue, regardez la météo avec le kit anti-buée Zaris. Efficace, même avec un masque. Ne laissez plus la buée sur vos lunettes vous empêcher de voir la météo avec le kit anti-buée Zaris. Efficace, même avec un masque. Chez Salto, on est comme vous. Curieux. C'est qui? Exigeant. C'est tout moi. Et aussi impertinent. Ça va, je sais me tenir. On est passionné. Il y a en vous quelque chose de spécial. Voire très passionné. Quel enthousiasme. Je me débrouille. C'est un truc fort, un truc vibrant. Y'a que ça. Bref, très français. Vous êtes qui déjà? Bienvenue chez nous. Salto, la plateforme française de divertissement. « 200 pays du Nord, du Sud réunis ici en Écosse pour tenter de contenir le réchauffement climatique. Le temps presse et les comptes ne sont pas bons. Nos émissions de gaz à effet de serre atteignent des niveaux historiques. Les promesses des pays sont largement insuffisantes. Rejoignez-nous à Glasgow pour tout comprendre de la COP26.
13h30 à Paris, bienvenue dans ce Paris Direct qui continue. Voici tout de suite le rappel des principaux titres de l'actualité. S'il nous impose de nouvelles sanctions, nous devons répondre. Mise en garde du président biélorusse ce matin, alors que des bombardiers russes procédaient tout à l'heure à des exercices militaires au-dessus de son territoire. Nouveau signe de soutien de Moscou à Minsk, à l'heure où l'Europe réfléchit et confirme même préparer un nouveau tour de vis dans cette crise migratoire. On a décrypté la situation avec notre invité du jour il y a un instant. On retrouvera Gulliver Krag dans cette édition. Gulliver Krag qui commentera cette manifestation de l'extrême droite organisée aujourd'hui en Pologne. Il y a évidemment un risque de dérapage. On vous retrouve dans un instant, Gulliver. Une séquence mémorielle forte aujourd'hui également en France à l'occasion de la cérémonie du 11 novembre. Emmanuel Macron a rendu hommage aux derniers compagnons de la Libération dans un discours prononcé sous l'Arc de Triomphe. Hommage à la résistance qui sera suivi cet après-midi encore d'un autre temps fort. Hubert Jardin sera inhumé au Mont Valérien, mémorial de la France combattante. Tout ça dans un contexte extrêmement politique. On décryptera là aussi ce rendez-vous avec Gauthier Rebinski. Et puis l'Europe à l'aube d'une 5e vague de Covid, alors que le mot a été lâché hier soir par Olivier Véran. L'Allemagne enregistre elle aujourd'hui un nouveau record de contamination. Plus de 50 000 nouveaux cas enregistrés en 24 heures seulement. C'est un niveau jamais atteint depuis le début de la pandémie. La situation est telle dans l'est du pays que des restrictions vont se durcir en direction surtout des non-vaccinés. Cette escalade, pour commencer, que rien ne semble pouvoir arrêter à l'est de l'Europe. Ce matin encore, des bombardiers russes ont procédé à des exercices militaires au-dessus du territoire biélorusse. Certains y verront un nouveau geste de soutien à Minsk, alors que l'Europe a réfléchi et confirme par la voix de la Commission européenne qu'un nouveau tour de vis, un nouveau train de sanctions est à l'étude. Le régime biélorusse de Loukachenko est accusé de provoquer une crise migratoire en Europe. Des renforts polonais ont encore ce matin été déployés à la frontière. Le sujet va faire l'objet ce soir d'une réunion de crise, réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Tout cela nous est expliqué en images par Cécile Galluccio. J'ai eu le président russe Vladimir Poutine au téléphone et je lui ai demandé d'agir auprès du président Loukachenko. Réponse du Kremlin, il est inacceptable que la Russie soit considérée comme responsable de la situation. Minsk et Moscou accusent même les Européens d'avoir déclenché cette crise migratoire par leurs interventions au Moyen-Orient, dans le seul but d'imposer de nouvelles sanctions contre la Biélorussie. Car nouvelles sanctions, il y aura, ce sera la 5e série contre le président Loukachenko. Elle devrait prendre effet la semaine prochaine. Il y aura un élargissement des sanctions contre la Biélorussie. Les sanctions européennes ne seront pas seulement contre des personnalités, mais aussi contre des entités. Il est donc important que le régime de Loukachenko comprenne que leur comportement a un prix. De sources diplomatiques, 30 personnalités ou entités devraient être sanctionnées, accusées d'organiser l'afflux de migrants vers l'Union européenne. Dans le viseur notamment, la compagnie aérienne biélorusse Belavia et plusieurs agences de voyage. La liste ne fait que s'allonger, car en mai dernier, lorsque la Biélorussie avait détourné un vol Ryanair avec un opposant à bord, les Européens avaient déjà pris de nouvelles mesures contre Minsk. À ce jour, 15 entités et 166 personnes dont le président Loukachenko et 2 de ses fils sont visés par des sanctions, gel des avoirs et interdiction d'entrée dans l'Union européenne notamment. Mais pas sûr que cela fasse plier l'allié de Moscou. L'Union le sait et cette fois elle veut taper plus fort et plus vite. Et dans les prochains jours, un envoyé européen va se rendre aux Émirats arabes unis, au Liban, en Irak et en Turquie. Des pays qui assurent des vols entre le Moyen-Orient et la Biélorussie. Vol que les 27 veulent empêcher. Voilà, et on vient d'apprendre il y a quelques instants que l'Ukraine déployait des renforts à la frontière avec la Biélorussie. 8500 hommes supplémentaires qui viennent s'ajouter aux renforts polonais déployés là aussi ce matin. 15 000 hommes de plus déployés sur zone. Ça commence à faire beaucoup de monde. Environ 2 à 3 000 migrants réfugiés stationnent dans cette zone tampon depuis plusieurs semaines maintenant. C'est dans ce contexte explosif que l'extrême droite polonaise
polonaises manifestent aujourd'hui. Image ici, vous le voyez, de Varsovie, une marche nationaliste que vous suivez pour nous. Gulliver Krag, bonjour. Un important dispositif policier a été déployé à cette occasion. Il faut dire qu'il y a du monde, beaucoup de monde dans la rue. Oui, des dizaines de milliers de personnes. Il m'est un peu difficile de là où je suis de voir combien de personnes il y a. Ils sont sans doute très nombreux plus loin par là sur l'avenue de Jérusalem. Mais c'est un événement qui a lieu tous les ans et qui attire des dizaines de milliers de personnes tous les ans venant de toute la Pologne, mais aussi de l'étranger. Peut-être que vous voyez derrière moi, il y a un très grand drapeau hongrois aussi. Cette marche est devenue une sorte de pôle qui attire des nationalistes de tous les pays d'Europe. Et cette année, le maire de Varsovie avait essayé de l'interdire avec beaucoup de retombées juridiques. Avec beaucoup de retombées juridiques, c'est à la dernière minute que la marche s'est autorisée. Voilà, liaison difficile en cette journée, en cette mobilisation nationaliste à Varsovie. Gulliver Krag, qui suit ce rassemblement pour nous et qu'on tentera de joindre un peu plus tard dans le courant de cette édition. On en vient à l'autre grand titre du jour. Vous l'avez peut-être suivi en direct à nos côtés. Bleuets de France, à la Boutonnière, Emmanuel Macron a donc présidé ce matin les cérémonies du 11 novembre, dernière cérémonie de son quinquennat. Pour ces commémorations de l'armistice, le chef de l'État avait voulu cette journée chargée en symbole, dérogeant au protocole. Le président a pris la parole tout à l'heure sous l'Arc de Triomphe, prononcé un discours d'hommage à Hubert Germain, dernier compagnon de la Libération décédé le mois dernier. Il sera inhumé tout à l'heure dans la crypte du Mont Valérien. Une intervention, vous allez l'entendre, en forme d'hommage à la résistance. Écoutez. C'est l'ultime voyage pour le glorieux soldat Hubert Germain. Son cercueil reposait sous le dôme des Invalides. Il est hissé sur ce char pour remonter les Champs-Élysées. Le dernier des 1038 compagnons de la Libération avait formulé un vœu, que son convoi s'arrête au pied de la statue du général de Gaulle. Sa façon à lui de lui dire « Mission terrestre accomplie, mon général ». Sous bonne escorte de la garde républicaine, le cercueil est accueilli par le président de la République à l'Arc de Triomphe. Des cérémonies du 11 novembre, marquées par l'adieu aux résistants. En présence de plusieurs personnalités et de Kamala Harris, vice-présidente des États-Unis, marquée par l'histoire d'Hubert Germain. J'ai lu des choses sur lui. Quel extraordinaire compagnon. Il avait beaucoup de feu dans le ventre, comme on dit chez nous. Moment de recueillement, puis l'hommage de toute la nation lui est rendu. Serions-nous là? Serions-nous là sans Hubert Germain? À 20 ans à peine, il quitta tout. Ses terres dromoises, sa famille, ses amis. Pour gagner Londres. Une cérémonie à l'Arc de Triomphe qui s'achève avec le départ du cercueil de celui qui jamais n'accepta la défaite de 1940. Il reposera au Mont Valérien. Voilà, une séquence mémorielle qui va se poursuivre cet après-midi donc au Mont Valérien. Vous pourrez la suivre également en direct sur nos antennes. Édition spéciale présentée par Julien Fanchouli à vos côtés. Gauthier Rabinski, bonjour. Bonjour. On se prépare à commenter cette nouvelle séquence. Tout ça s'inscrit dans un contexte politique. Il a déjà été reproché tout à l'heure par l'historien qui était notre invité et on imagine que ça sera repris aussi peut-être par l'opposition. Dans son intervention, Emmanuel Macron a fait un hommage, vibrant hommage à la résistance française. Il a quand même omis de citer le régime de Vichy. Ça a été remarqué déjà. Oui, parce que si vous voulez, rendre hommage à la résistance, c'est forcément dire résister à quoi? Rendre hommage aux compagnons de la Libération, ce sont des combattants, mais qui ont combattu quoi? Et là, vous voyez que la séquence politique dont vous parliez, elle se donne en évidence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le président Emmanuel Macron, qui sera le futur candidat Emmanuel Macron à sa réélection, bien prospecte un peu à droite. Et si vous me passez l'expression, il drague à droite. Et draguer à droite, ça veut dire ne pas braquer
toute une partie de cette droite qui est l'extrême droite et qui pèse aujourd'hui pas moins de à peu près 25 ou 30% dans les sondages pré-élection présidentielle. Qui sont ces gens d'extrême droite? Ce sont les héritiers idéologiques de Vichy, du régime de Vichy, qui collaboraient avec les nazis. Ce sont des gens qui aujourd'hui ne tarissent pas d'éloges à propos du général de Gaulle qui doit s'en retourner dans sa tombe, puisque parmi eux, il y a un certain nombre de personnes qui sont les héritiers de ceux qui ont voulu assassiner de Gaulle. Bref, il fallait aujourd'hui pour Emmanuel Macron parler de la résistance sans parler de la résistance à quoi? C'est-à-dire au régime totalitaire et à son auxiliaire français, le régime de Vichy. Donc vous voyez qu'effectivement il y a un équilibre difficile, mais il est encore plus, je pense, dommageable le fait que si vous voulez, cette répétition d'hommages à laquelle on assiste depuis qu'Emmanuel Macron est président, il y a forcément une lassitude qui vient. Et pourquoi elle vient, cette lassitude? Elle vient parce que précisément, elle est ritualisée, ces cérémonies sont ritualisées et qu'on ne dit pas le fond de l'affaire. Le fond de l'affaire, c'est qu'un Hubert Germain a voulu résister au totalitarisme, pas uniquement parce qu'il était patriote, si, il était patriote français, mais que pour lui, ça dépassait de loin la mission de défendre la patrie, c'était celle d'attaquer les totalitarismes. Et ça, si vous n'en parlez pas aujourd'hui, vous faites des cérémonies qui sont ritualisées, mais qui risquent d'être complètement de provoquer la lassitude parce qu'un certain nombre de Français ne les comprendront pas. Et c'est ça le risque. Il y a là une pédagogie à faire en dehors des préoccupations politiques du moment. On va s'atteler à vivre cet après-midi, à faire vivre à nos téléspectateurs cette autre séquence au Mont Valérien. C'est un lieu extrêmement symbolique. Là aussi, on sait qu'Emmanuel Macron aime les symboles. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Oui, il y en a beaucoup, mais là encore, il faut que les symboles soient bien remplis de signification et qu'ils ne soient pas des coquilles vides. Le Mont Valérien, effectivement, c'est quelque chose qui est très fort pour ceux qui ont combattu, parce qu'il y a eu aussi des fusillés qui ont été donc exécutés par les nazis auprès de ce site, sur ce site. Là encore, c'est très bien de dire nous rendons hommage à Hubert Germain, et il le faut. Mais qui est profondément Hubert Germain ? Le président Macron a dit qu'il avait tout quitté pour partir à Londres. Oui, qu'est-ce que ça voulait dire partir à Londres à l'époque? Quelle était l'importance justement de quitter tout, sa famille, les gens qu'on connaissait, la terre que l'on connaissait pour aller se battre? C'était pas se battre uniquement contre l'allemand, c'était se battre contre le nazi. Et ça, c'est très utile pour nous aujourd'hui. Quand vous voyez justement, vous avez montré des images d'extrême droite à Varsovie, c'est quand même un monde. Varsovie qui a été elle-même victime de l'invasion nazie, eh bien, aujourd'hui, il faut dire en quoi il y a un lien entre l'éloge, par exemple, à Hubert Germain ou aux Compagnons de la Libération, et ce que nous vivons, nous, en France, avec l'extrême droite dont je parlais, ou ce que d'autres pays en Europe peuvent vivre également par rapport à cette montée populiste et droitiste. Merci beaucoup Gauthier Rébinski. On vous retrouve évidemment cet après-midi dans cette édition spéciale en direct donc pour l'inhumation d'Hubert Germain au Mont Valérien. L'Europe secouée par une résurgence de l'épidémie de Covid. Plus de 50 000 nouvelles contaminations ont encore été enregistrées ces dernières 24 heures en Allemagne. Il s'agit d'un record. Première fois que ce seuil est effectivement franchi dans le pays depuis le début de la pandémie. Une situation qu'Angela Merkel a jugée hier dramatique. Une flambée épidémique particulièrement forte dans l'est du pays, notamment en Saxe, où le taux d'incidence est plus de 2 fois supérieur à la moyenne nationale. La région a donc décidé d'exclure désormais les non-vaccinés de l'espace public. C'est un reportage de nos correspondants Anne Maillet, Willy Mahler et Suzanne Gelsenlöchter. Pour entrer dans un restaurant à Leipzig dans le Land de Saxe, il faut désormais montrer patte blanche et certificat de vaccination. Perfect. Seuls les vaccinés et les guéris du Covid sont autorisés à passer à table, comme ce groupe d'amis retraités. C'est plus sûr comme ça. Ça en poussera peut-être certains à se faire vacciner. Depuis lundi, le test négatif n'est plus accepté dans la région et les réservations s'en font ressentir. On constate bien évidemment une baisse des réservations et de nombreux clients se demandent d'ores et déjà s'ils ne vont pas tout simplement annuler leur repas de Noël. Les autorités régionales ont quasiment exclu les non-vaccinés de l'espace public. La mesure vaut pour la gastronomie, les lieux sportifs et culturels comme ce musée de la RDA. Je suis curieuse de voir l'impact de ces restrictions sur le nombre de visiteurs. Pour la directrice, tout est bon afin d'éviter un 3e confinement. Mon grand espoir, c'est que ces nouvelles mesures portent leurs fruits. Parce que pour nous, le pire scénario serait de devoir à nouveau fermer nos portes aux visiteurs. En Saxe, le taux de vaccination dépasse à peine les 57%.
Les non-vaccinés constituent 90% des hospitalisations liées au Covid. Mais depuis quelques jours, les files d'attente se rallongent devant les centres de vaccination. La pression semble faire son effet. Soyons honnêtes, ça joue un rôle. Mais de toute façon, je l'aurais fait. Je veux préserver ma santé. Oui, on sent un peu la pression, mais j'ai toujours voulu être vacciné. Il faut qu'on se fasse vacciner pour récupérer nos vies. D'autres régions s'apprêtent à suivre l'exemple de la Saxe. À Berlin, les non-vaccinés seront eux aussi privés de sortie à partir de la semaine prochaine. Allez, un nouveau décryptage tout de suite avec notre chronique du jour. Il est 13h45 à Paris. Et aujourd'hui s'ouvre à Paris effectivement le salon du Made in France. On en parle avec vous, Ali Laïdi. Bonjour. Bonjour Elisabeth. Notre spécialiste intelligence économique. Alors le succès de ce salon se confirme, il faut le dire, d'année en année. Clairement, franchement, on en est à la 9e édition. Souvenez-vous qu'à la première édition en 2012, il y avait 80 exposants et aujourd'hui, on est à plus de 830 exposants. Donc clairement, le salon est un succès et c'est vrai que personne ne pariait sur son succès, sur sa réussite il y a quelques années. Évidemment, il y a eu, souvenez-vous, le ministre de l'économie, Arnaud Montebourg, qui a poussé tout ça. Mais en tout cas, oui, c'est vrai, ça a permis de moins ringardiser l'image du Made in France. Bon alors, Cocorico pour ce rendez-vous, qu'est-ce qu'on trouve concrètement dans ce salon ? Franchement, de tout. Non mais vraiment de tout, du textile, des accessoires, de la décoration, de la mode, le mobilier, du parfum, de l'alimentation, matériel de sport. On apprend même à l'occasion de ce salon, par exemple, qu'on produit aussi en France des cacahuètes. Ça vient pas seulement de Chine, évidemment, pas au même niveau, mais dans les Landes, on produit des cacahuètes. Bref, ça montre une diversité de la fabriquée en France, parce qu'après tout, on peut utiliser également ce monde-là, et c'est vrai que